Bien, alors on va parler aujourd'hui de cavité optique, donc toujours dans le cadre du cours d'optique ondulatoire de L3 de l'UCA 2020. Alors, qu'est-ce qu'une cavité optique? C'est tout simplement quelque chose qu'on va dessiner comme ça. On va prendre une première interface, une deuxième interface, et ce qu'on va appeler cavité optique, c'est l'intervalle entre ces deux interfaces. Alors, on va leur donner, enfin les caractériser. On a besoin de pouvoir savoir ce qui passe à travers chacune de ces interfaces. Ce modèle de cavité optique peut en réalité refléter énormément de choses. Ça peut être une bulle de savon comme un interféromètre Fabry-Perot. Ce qui va séparer ces deux situations différentes, ça va être plutôt les valeurs des coefficients de réflexion et de transmission. Alors, ici, ce dont on va avoir besoin, puisqu'on va s'occuper essentiellement de ce qui va réussir à traverser la cavité, donc on a un rayonnement qui arrive par là, et il va devoir traverser la cavité. Ce qui nous intéresse donc, c'est de savoir quel est le coefficient de transmission d'une de ces deux interfaces, et quel est le coefficient de réflexion quand on se réfléchit sur une de ces interfaces. On va supposer que c'est symétrique, c'est-à-dire qu'il se passe la même chose des deux côtés. Le milieu qui est au... Alors ça veut dire qu'on a un coefficient de réflexion R ici qui est le même que le premier. On a en plus, alors même si on ne va pas s'en servir, en fait un coefficient de réflexion R qui est toujours le même ici. Et puis un coefficient de transmission évidemment à travers la deuxième interface qui est le même. Alors ces coefficients de transmission sont des coefficients de transmission en amplitude, pas en énergie. Les coefficients de réflexion en énergie et de transmission en énergie, ici ils vont s'écrire, alors de façon générale, quand on est dans l'air, on va avoir quelque chose de ce style, mais là on va supposer que les coefficients de transmission et de réflexion n'induisent pas de déphasage à la transmission ou à la réflexion, c'est-à-dire qu'ils sont réels, et que donc on peut juste écrire que le coefficient de transmission en énergie, grand T, pour une interface est égal à T au carré, et que le coefficient de réflexion en énergie, grand R, il est égal à R au carré, pour les mêmes raisons. Voilà, donc on a R et T qui nous permettent de caractériser la façon dont la lumière est transmise ou réfléchie par ces interfaces. Ce qui va distinguer par exemple un film de savon d'un interféromètre Fabry-Perot, c'est que pour le film de savon, on va avoir des coefficients de transmission qui sont très élevés, parce que c'est juste un dioptre, mais des coefficients de réflexion qui sont assez faibles, alors que pour un interféromètre de Fabry-Perot, comme ces interfaces sont en réalité des interfaces métallisées, on va avoir un coefficient de transmission extrêmement faible et un coefficient de réflexion très important. Et même c'est ça qu'on cherche, des coefficients de réflexion les plus importants possibles, mais qui ne seront jamais strictement égaux à 1, ni en amplitude, ni en énergie. Alors, nous, dans notre cas, on va supposer que à l'intérieur de la cavité, on a un vecteur d'onde K. Et on va appeler l'épaisseur de la cavité, cette distance-là, on va l'appeler H. Donc, alors un vecteur d'onde K, on ne spécifie pas spécialement ce que c'est, mais K, il faut savoir que si jamais il y avait un milieu d'indice différent de 1 à l'intérieur, ce serait nk0. Dans le cas d'un Fabry-Perot, en réalité, petit n égale 1, c'est-à-dire que le milieu intérieur c'est de l'air. Dans le cas d'une bulle de savon, au contraire, c'est plutôt de l'eau, donc l'indice ça va être 1,33 typiquement. Voilà, donc une cavité optique c'est ça. Il faut aussi dire que c'est l'analogue optique d'une corde vibrante ou l'analogue acoustique, enfin l'analogue d'un tuyau en acoustique. Donc vraiment ce modèle de cavité c'est quelque chose qui est assez universel et qu'on va étudier maintenant. Alors, on peut faire de cette situation un traitement à n ondes, c'est-à-dire faire apparaître qu'il y a une vraie proximité, une proximité importante, entre une cavité, comme ça, et la lumière qui passe à travers une cavité, et un réseau de diffraction, comme on a vu récemment. Alors,
comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va supposer déjà que l'amplitude de ce qui arrive sur notre interface vaut 1. Pourquoi on fait ça? De manière à ce que tout ce qui est réfléchi, quand on va tout sommer, ça va juste donner le coefficient de réflexion et tout ce qui sera transmis va nous donner en fait directement le coefficient de transmission. Sinon, il faudrait normaliser par l'amplitude de ce qui rentre. Donc a priori, on a A et comme on connaît le coefficient T de transmission à travers l'interface, on sait que l'amplitude de l'onde juste après la première interface, c'est T. Ensuite, on sait que cette onde se propage et que la propagation va lui imposer un déphasage. Et donc, on va multiplier l'onde par exponentielle I, K, on a vu que c'était NK0, fois H. Ensuite, cette onde va sortir. Et donc, ça va être la première onde transmise. Et son amplitude, c'est donc T au carré exponentielle IKH. Mais on peut dire qu'en fait, il y a une partie de l'onde qui s'est réfléchie à l'intérieur, qui a subi une réflexion, qui s'est ensuite propagée, alors bien sûr dans l'autre sens, mais elle a juste parcouru le chemin H dans l'autre sens, donc elle a repris une phase, donc elle est multipliée par EIKH, elle s'est réfléchie, elle a repris une phase, puis elle est sortie. Donc si maintenant on écrit l'amplitude de cette onde qui est sortie, donc la deuxième, on aura du T, E, I, K, H, ça c'est l'amplitude de l'onde quand elle rentre dans la cavité, et quand elle arrive de l'autre côté, à la deuxième interface, mais ensuite elle se réfléchit, elle se propage, elle se réfléchit, elle se propage, puis elle sort. Voilà. Maintenant, on peut faire le même raisonnement en disant que même cette onde qui vient de sortir, en fait, c'est pas la totalité de l'onde qui est arrivée à l'intérieur de la cavité, il y en a une partie qui s'est réfléchie à l'intérieur, qui s'est repropagée, réfléchie et repropagée. Puis, qui est sortie. Alors, si on écrit cette amplitude, on va trouver quelque chose de la forme TEIKH. Il y a toujours ce facteur-là qu'on peut synthétiser, puisque c'est la même chose deux fois. Enfin, c'est le REIKH au carré. Donc ça fait du R2E2IKH. Et puis, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que ça s'est réfléchi deux fois et propagé deux fois. Donc on a remultiplié par R2E2IKH. Puis, évidemment, on sort à la fin. Voilà. Et il va falloir sommer tous ces termes intégralement pour avoir exactement ce qui est transmis. Donc sommer tous ces termes, ça veut dire les faire interférer. Bien sûr, là je dessine les choses en descendant, mais tout se passe sur une seule ligne quelque part. Eh bien, donc quand on va écrire ça, on va dire que l'amplitude transmise totale, c'est la somme de toutes les amplitudes. Et elles sont toutes de la forme T2 EIKH. Ça, c'est le terme qu'on trouve ici, mais aussi là, et puis là. Voilà, et on le trouve sur tous ces termes-là. Et puis, suivant le nombre de réflexions que le rayon qu'on considère a subi à l'intérieur, on va avoir R2E2IKH à la puissance n. Pour n allant de 0, ça c'est le premier terme, ça serait n égale 1, n égale 2, donc de n égale 0 à l'infini. En ce sens, la traversée d'une cavité est un problème à n ondes, bien sûr avec n infini, mais avec des ondes qui sont bien discrètes, qu'on peut bien séparer. Alors, quand on fait ça, on va mettre en facteur le T2 EIKH.
Et puis, on reconnaît en fait une série géométrique, et dans ce cas-là, ça vaut 1 sur 1 moins, la somme vaut 1 sur 1 moins R2 exponentielle 2IKH. On applique directement la formule, somme des Q puissance n de n égale 0 à plus l'infini égale 1 sur 1 moins Q. Voilà, ça c'est à condition que Q soit strictement inférieur à 1. Mais a priori, c'est bien notre cas ici. Hein. On a un petit r qui est inférieur à 1. Donc la raison, Q, ici, est bien inférieure à 1. Ok, donc on obtient finalement comme coefficient de transmission avec ce raisonnement-là, quelque chose qui va s'écrire T2EIKH sur 1 moins R2E2IKH. Voilà. Alors, donc ça c'est notre formule finale. On va voir qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut obtenir d'une autre façon qui va faire apparaître ce traitement à n-ondes comme plutôt une forme d'interprétation que comme un raisonnement extrêmement reproductible et utile. Parce que c'est un raisonnement relativement compliqué et on se doute bien que par exemple si on avait 3 interfaces ça donnerait des choses assez compliquées. Alors celui-là je l'ai appelé le traitement rigoureux parce que c'est celui qui ressemble le plus au calcul qu'on fait dans la réalité quand on veut traiter ce genre de cas. Ce qu'il va falloir écrire, c'est qu'à l'intérieur de la cavité, donc là on a une onde d'amplitude 1 qui arrive, et à l'intérieur de la cavité, la forme de l'onde, qui satisfait donc l'équation d'onde, c'est de la forme B exponentielle IKX. Ça, c'est l'onde qui va de gauche à droite, qui est progressive, plus C exponentielle moins IKX. Alors, implicitement, le tout doit être multiplié par exponentielle moins I oméga t, qui est donc le terme temporel, mais ce terme-là, il est en facteur de tout ce qu'on va écrire, et donc, ouais, il est bien là, et c'est ça qui permet d'interpréter les deux termes comme une onde progressive allant de gauche à droite et une onde progressive allant de droite à gauche, bien sûr à condition qu'on ait mis un axe. Un axe X orienté dans ce sens-là. Et on va d'ailleurs prendre l'origine de notre axe ici. C'est-à-dire que les coefficients B et C, c'est l'amplitude de l'onde qui va de gauche à droite et celle qui va de droite à gauche, mais l'amplitude en X égale 0. Maintenant, ce qu'on va écrire, c'est que, oui, il y a bien réflexion des ondes, et puis propagation, évidemment, mais on ne va pas considérer des réflexions multiples. Tout ce qu'on va dire, c'est un raisonnement qui est relativement proche, c'est qu'on va dire que le coefficient B, qui représente l'amplitude de l'onde allant de gauche à droite à l'intérieur de la cavité, c'est finalement A, l'amplitude de l'onde incidente, qui vaudra 1, donc on l'enlèvera, fois T, le coefficient de transmission à travers l'interface, plus l'onde C qui s'est réfléchie. C'est-à-dire l'onde qui va de droite à gauche et qui s'est réfléchie au niveau de l'interface. Du coup, la contribution à l'amplitude B, c'est C, l'amplitude de l'onde qui revient, fois R, le coefficient de réflexion. Donc nous, ce qu'on va garder comme A vaut 1, c'est que c'est T plus RC. Bien, on va faire le même type de raisonnement, mais cette fois-ci pour C. Dans notre cas, C, ça va être issu de quoi? Alors C, c'est l'amplitude de l'onde qui revient, l'amplitude au niveau X égale 0. La seule chose, c'est que, un peu comme tout à l'heure, on va dire que la contribution AC à ce niveau-là, au niveau X égale 0, c'est en réalité la contribution qui est due à l'onde allant de gauche à droite, mais qui s'est réfléchie.
Et puis, a priori, il n'y en a pas tellement d'autres. Mais donc, comme l'onde part d'ici, avec une amplitude B, elle se propage, elle fait une fois la cavité, elle se réfléchit, puis elle revient en refaisant une fois la cavité. En réalité, on a que C est égal à B fois R fois E de 2IKH. Et donc, quand on écrit ça, en réalité, on a tout ce qu'il faut pour trouver une expression de B. Si on remplace l'expression de C dans la première équation, on a B égale T plus R fois BR E2IKH. Autrement dit, on va grouper tous les B du même côté. B facteur de 1 moins R 2 E de 2IKH égale T. Donc B, ce sera T sur 1 moins R2 E 2IKH. Alors ça, c'est pas encore le coefficient de transmission total, puisque le coefficient de transmission total, il doit tenir compte, enfin, ce qu'on voit sortir, c'est finalement, eh bien, le coefficient T fois l'amplitude de l'onde allant de gauche à droite, mais au niveau de l'interface en x égale h. Autrement dit, c'est une amplitude B qui s'est propagée à traverser une fois seulement la cavité. Et donc, si on écrit ça, et qu'on remplace par l'expression de B, on trouve T2 E puissance IKH sur 1 moins R2 E 2IKH. Et cette expression-là est en fait absolument identique à la précédente. Mais vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de faire l'hypothèse qu'il y avait n ondes, juste dire qu'il y avait une onde qui allait de gauche à droite, une onde qui allait de droite à gauche, et d'utiliser là aussi les coefficients de transmission et de réflexion. Donc c'est un traitement qui est plus rigoureux parce que voilà, c'est vraiment ça qu'on fait quand on fait des vrais calculs, et que ce traitement-là peut facilement se généraliser quand on a plusieurs cavités qui s'enchaînent. Donc c'est ce qu'on va obtenir dans des multicouches, des structures où en fait on va avoir plein de couches d'indices différents. À chaque dioptre, il y aura une réflexion, il y aura une transmission qu'on peut obtenir grâce à des coefficients de Fresnel. Et il va falloir tenir compte de tout ça. Et bien, la bonne façon d'en tenir compte, c'est certainement pas de faire un raisonnement comme précédemment à n ondes, parce que du coup, il y a n ondes dans chaque couche, et ça devient très très bazardesque. Alors évidemment, en fait, ça se fait, mais c'est vraiment galère. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, avec ce traitement dit rigoureux. Alors, on peut faire, pour savoir en réalité quelles sont les longueurs d'onde qui passent bien, et les longueurs d'onde qui passent pas très bien, on peut juste faire un raisonnement tout simple à 2 ondes. Reprenons maintenant notre raisonnement initial à n ondes. Si on regarde les amplitudes du premier rayon qui sort et du deuxième qui sort, à un coefficient près, ils sont identiques. Et on va écrire que finalement, ce qui sort, en première approximation, c'est dans l'idée où l'amplitude finalement des différents rayonnements qui sortent et qu'il faut faire interférer, les différentes amplitudes vont rapidement en décroissant. Et si on suppose ça, et ben, du coup, on va garder peut-être que les deux premiers. Bon, en réalité, voilà, on va faire un raisonnement à 2 ondes seulement, et comme dans beaucoup de cas en optique ondulatoire, un raisonnement à 2 ondes permet de prédire correctement la position des maxima et des minima de transmission. Alors ça, c'est valable normalement pour les interférences, mais ça va être valable ici aussi. Par contre, ça ne permet pas bien de prédire leur amplitude, ou ici en l'occurrence leur finesse, la finesse des pics. On va voir ça juste après. Donc si on prend ces deux rayons, on avait du T2 EIKH, facteur de 1 plus R2 E de 2IKH. Alors on se souvient que R2, en fait, dans notre cas, c'est grand R, si on suppose que petit r, en fait, est réel.
Et on va supposer que c'est pas très très loin de 1. En tout cas, que c'est réel, ça c'est sûr. Si on suppose ça, alors on voit que pour que les deux rayonnements soient en phase, en sortie, il faut en réalité que exponentielle de 2ikh il soit réel et qu'il vaille 1. Dit autrement, il faut que la phase accumulée en faisant un aller-retour, elle soit égale à 2pi modulo 2pi, enfin ouais, à 0 modulo 2pi. Donc, dit autrement, 2kh égale 2pi fois m. Avec m un entier, a priori relatif. Et ce que ça donne comme k, c'est 2pi sur lambda. Attention, c'est pas forcément le lambda dans le vide, mais c'est le lambda, le vrai lambda. De façon générale, c'est la longueur d'onde dans le vide divisée par l'indice. Eh bien, on se retrouve avec 4pi h sur lambda égale 2πm, soit h égale m fois lambda sur 2. Ça, c'est pour dire que les deux sont en phase. Et s'ils sont en phase, on va supposer qu'on a un maximum de transmission. Donc ce que prédit un rayonnement à 2 ondes, c'est qu'on a un maximum de transmission quand les rayonnements émergents, les deux premiers, sont en phase, et que ça se produit quand la longueur de la cavité est un multiple de lambda sur 2, où lambda c'est la longueur d'onde, la vraie longueur d'onde de l'onde à l'intérieur de la cavité. Alors si on prend un Fabry-Pérot, c'est de l'air, donc en réalité c'est lambda 0 sur 2. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y aura, c'est ça qu'on peut garantir, si on représente, enfin garantir, c'est ça qu'on peut anticiper avec ce raisonnement à deux ondes, c'est que si on représente les maximums de transmission en fonction de l'épaisseur, on va se retrouver avec des maxima réguliers tous les lambda sur 2. Hop. Alors, ce qu'on ne sait pas prédire, c'est leur amplitude, c'est-à-dire où est-ce que ça va se situer, et la largeur. Voilà. Mais on sait qu'on va avoir quelque chose qui aura grosso modo cette allure-là. En tout cas, c'est ce que nous permet de dire le raisonnement à deux ondes. On va vérifier qu'il est fondé. Alors pour ça, on va reprendre notre formule et on va notre formule de coefficient de transmission et on va plutôt regarder ce qui se passe en énergie. Donc le coefficient de transmission totale à travers notre cavité, c'est le module au carré du coefficient de transmission en amplitude. C'est le coefficient de transmission en énergie qui est égal au module au carré du coefficient de transmission en amplitude. Dit autrement, on va écrire que c'est T tot fois T tot étoile, c'est-à-dire le conjugué. Et quand on fait ça, on se retrouve avec du T4 sur 1 moins R2. Alors, on se souvient que R2, en fait, c'est grand R. Donc 1 moins grand R, E puissance 2ikh. Hop. Et ici, on a le conjugué de ça. Et ça fait la même chose. Il n'y a que, en fait, la phase qui change ici. Ok. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer. En fait, il y a un petit peu de calcul, mais pour arriver... Alors, ça, là-haut, c'est T2, grand T au carré, le coefficient de transmission en énergie d'une seule interface, divisé par... divisé par... On va faire ça bien. Divisé par, donc, quand on développe, ça fait du 1, plus, il y a du R au carré, ça c'est
le double produit, et puis on se retrouve avec du moins R facteur de EIKH plus E moins I, alors pardon, 2IKH moins 2IKH. Et ça, c'est 2 fois cosinus de 2KH. Alors là, on va aussi utiliser une petite formule de trigonométrie. Il se trouve que cosinus de 2KH, c'est égal, alors je garde le facteur 2 devant, donc ça fait un 2 fois. Cosinus de 2KH, c'est en réalité 1 moins 2 fois sinus carré de KH. Vous pouvez vérifier rapidement. Et donc, notre coefficient de transmission totale va s'écrire T2 divisé par, on va céder un peu, hop, divisé par, donc on a du 1 moins, donc ça fait du 2R plus R2, et puis donc le moins R avec le moins qu'il y a ici, il y a du 4, ça fait plus 4 fois sinus carré, 4R sinus carré de KH. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a une identité remarquable, justement, ce qui donne comme expression du coefficient total de transmission T2 sur... Là, on a 1 moins R au carré. Et 1 moins R au carré, en fait, comme on a R plus T qui vaut 1, si on suppose pas de perte à la traversée de l'interface, c'est pas forcément vrai, mais on va le supposer ici, si c'est un métal sans trop de perte. Du coup, 1 moins R en réalité c'est T, et donc ça c'est T au carré, plus 4R sinus carré KH. Si on divise en haut et en bas par T au carré, on se retrouve avec 1 sur 1 plus 4R sur T2 sinus carré KH. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier que ça fonctionne, c'est-à-dire que on va retrouver le résultat de notre raisonnement à 2 ondes. Alors pour faire ça, on va se demander à quelles conditions est-ce que notre facteur, là, notre coefficient de transmission, T total, il va être important. Alors pourquoi important? Parce que justement, on cherche quand est-ce qu'il a un maximum. Alors il se trouve que si jamais le sinus de KH il vaut 0, alors, comme tout ce terme-là est nul, on se retrouve avec T tot qui vaut 1. Et évidemment, on ne peut pas faire plus que 1 comme transmission en termes d'énergie. Donc réellement, ça c'est un maximum. Et ça se produit pour KH égale M fois pi. Et ça, c'est équivalent à dire que H égale M fois lambda sur 2. Donc on retrouve le résultat précédent. Ce que ne prévoyait pas spécialement le résultat précédent, c'était en réalité la finesse des pics finalement. Donc quand on va représenter notre transmission en fonction de l'épaisseur, on est à une longueur d'onde donnée. Si on a des coefficients de réflexion qui sont très proches de 1, donc un coefficient de transmission qui est finalement très proche de 0, alors 4R sur T2 c'est quelque chose de très grand. De très grand. Et à cause de ça, du moment que le sinus est pas nul, on a un dénominateur
qui est extrêmement grand, et donc on a des valeurs du coefficient de transmission qui sont quasi nulles. Ce qui n'est pas très surprenant parce qu'on est finalement dans le cas où on a mis l'un derrière l'autre deux quasi-miroirs. Par contre, quand le sinus est nul, on sait que quoi qu'il arrive, on atteindra 1. Et donc on a quelque chose qui est à peu près comme ça. On a des choses très piquées. C'est très mal fait, mais c'est très piqué. Tous les lambda sur 2. Ça, c'est caractéristique d'un comportement d'une cavité, et en plus ce qu'on appelle une très bonne cavité, c'est-à-dire une cavité avec un très bon coefficient de réflexion et un très faible coefficient de transmission, et donc du coup une finesse des pics qui est vraiment très grande. C'est pas quelque chose que prédit un raisonnement à 2 ondes, parce qu'un raisonnement à 2 ondes, on pourrait dire, on applique finalement la formule de Fresnel, puisqu'on a 2 ondes, on connaît leur déphasage, on applique la formule de Fresnel. La formule de Fresnel aurait à peu près donné la position des maxima, mais elle aurait juste donné un cosinus entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on obtient si on a vraiment un très mauvais coefficient de réflexion de chacune des deux interfaces. Mais avec un très grand coefficient de réflexion, on obtient quelque chose d'extrêmement piqué. Alors, justement, c'est ça que je voulais faire, c'est-à-dire comparer les deux. Finalement, quand on y pense, c'est quand on faisait un interférogramme. Quand on faisait un interférogramme, c'est exactement ça qu'on regardait, c'est-à-dire que on faisait varier finalement l'épaisseur H, la distance entre le miroir et le contact optique, c'était comme faire varier la distance entre les deux sources ponctuelles. Alors cette distance, on a pu l'appeler D. Ici, on appelle H la distance entre les deux miroirs. Et donc, on peut un peu comparer un Michelson et un Fabry-Pérot. Ils ont tous les deux en réalité, alors quand on est à H égale 0, si ça a un sens pour le Fabry-Pérot, ça en a un pour le Michelson puisqu'on se retrouve au contact optique. Au contact optique, on est toujours en interférence constructive, et puis après, on a des interférences qui sont destructives, constructives, destructives, constructives, mais on a quelque chose de relativement mou. Ça n'empêche pas de compter les raies, mais on a quelque chose de relativement mou, et on a bien une périodicité de lambda sur 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Lambda, et là on se retrouve avec 3 lambda sur 2. Donc on a bien une périodicité de lambda sur 2. Avec un Fabry-Pérot, ce qu'on va avoir, c'est vraiment une grande finesse, c'est-à-dire qu'on va avoir la même chose finalement, mais entre les moments où on est à lambda sur 2, il se passe beaucoup moins de choses. Voilà. Bon, c'est extrêmement mal dessiné, mais c'est l'idée. Alors ça se traduit notamment si on regarde directement, si on compare directement les figures d'interférence qu'on obtient quand on projette, quand on regarde ce qui se passe sur un écran en sortie d'un Michelson. Ici, on a le Michelson. On voit qu'en fait, les raies sont plutôt molles, si on veut, c'est un cosinus. On sait qu'on peut décrire cette figure-là en utilisant une formule de Fresnel. Alors que dans le cas du Fabry-Pérot, eh bien, on a des cercles qui sont bien mieux dessinés. Et bien, c'est vraiment le signe, c'est la même chose que ce qu'on a vu sur le graphique d'avant. C'est le signe qu'en fait, c'est des interférences à un plus grand nombre d'ondes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'aller-retour dans la cavité, et que les conditions du coup d'interférence constructive, c'est comme pour le réseau, elles sont beaucoup plus strictes. Il y a interférence constructive, bien sûr si les deux premières ondes qui sortent du Fabry-Pérot sont en interférence constructive, mais seulement si elles le sont vraiment. Si elles ne le sont pas, c'est exactement comme pour le réseau, on sait qu'après un certain nombre d'allers-retours à l'intérieur de la cavité, le rayonnement qui va sortir risque d'être en opposition de phase avec un des deux, et donc de faire des interférences destructives. Il n'y a donc interférence constructive que quand vraiment la condition de résonance est vérifiée, c'est-à-dire qu'on a en gros R2 exponentielle 2IKH qui est le plus proche possible de 1. Voilà
c'est tout pour les cavités, ou presque. Il faut que je dise quand même à quoi ça sert. En fait, les cavités optiques sont extrêmement utilisées pour les lasers. En réalité, un laser est une cavité optique. On peut dire même que c'est un interféromètre de Fabry-Pérot. Et il se base vraiment sur le fait que la lumière, alors dire qu'elle fait des allers-retours, c'est une façon de voir les choses. Mais en tout cas, elle se renforce en fait, en passant dans un milieu amplificateur. Et il y a une très faible proportion qui sort, en standard, alors relativement faible. Et cette proportion qui sort, c'est ça le rayonnement laser. Et donc, la cavité, c'est hyper important. Alors, même si c'est pas que en optique que c'est important, en acoustique, à peu près tous les instruments de musique sont en réalité des cavités qui vont filtrer le son créé par un archet, un coup sur une corde ou le souffle. Et donc voilà, donc les cavités sont extrêmement importantes en physique et c'est aussi le modèle de base pour la quantification des niveaux d'énergie d'un atome. Voilà.